Bonjour les amis, pour notre rencontre littéraire, j'ai le plaisir de vous présenter un premier roman et son auteur, Jean Calembert. Bonjour. Bonjour, Marie-Jeanne. Alors Jean, pour un premier roman, c'est assez fort, vous tapez fort, puisque vous nous présentez une saga à peu près en 6 décennies. Oui, c'est correct. En fait, ça correspond un peu, je dirais, à la vie dont je me souviens bien, qui est d'adolescent à retraité. Et justement, avant d'entrer dans l'itinéraire de vos personnages et dans l'histoire que vous nous racontez, vous utilisez la première personne du singulier dans les 2-3 premiers chapitres. Est-ce que c'est pour marquer peut-être la partie plus autobiographique de votre roman, avant de donner la parole au narrateur? Ouais, plusieurs personnes m'ont posé la question pourquoi je n'avais pas continué. Mais pour moi, c'était impossible d'être le narrateur de gens dont j'ai inventé l'histoire, finalement. Donc je dirais, c'est vrai, la première partie est à 90% autobiographique, avec un peu de fantasme, avec un peu d'invention. Mais la colonne vertébrale, c'est ma vie de l'époque. C'est vraiment autobiographique, cette première partie. Et en fait, oui, ce qui s'est passé à Omaha, Joe a existé, Marcus a existé, j'ai été à Los Angeles, les trucs de jazz, j'ai vu John Coltrane, j'ai vu Cannonball Adderley. Donc cette première partie, elle est vraiment essentiellement autobiographique, avec la magie des souvenirs qu'on embellit un peu ou qu'on retravaille. Donc votre histoire se situe entre le Montana, à Pine Creek Oui. particulièrement, et le sud de la France, dans la vallée du Séant, 2 régions que vous présentez avec beaucoup de précision et de description. Alors, je voulais vous dire, Jean, est-ce que ce premier roman, avec un titre assez particulier, donc Joe Hartfield, l'homme qui voulait tuer Donald Trump. Comment est arrivé dans votre esprit ce titre? Disons, en fait, il est venu assez tôt. Hein. Je me suis dit, je ne suis pas connu, je suis un romancier, le primo roman, je ne sais pas très bien la qualité qu'il va avoir, et il faut qu'il y ait une belle couverture et un beau titre. Et à l'époque, tout le monde parlait de Donald Trump, et avec des amis, avec des connaissances, on parlait de le tuer. Et je me suis dit, Joe, qui était un Afro-Américain, à un moment donné, avec tout ce qu'il a vécu, ça a dû lui passer par la tête. Et je me suis dit, là, j'ai trouvé mon titre, et ça va être un fil rouge, mais qui en fait n'apparaîtra vraiment qu'à la deuxième moitié du livre. Quand Joe commence à vraiment se rendre compte avec les 5 de Central Park. Mais le titre, je l'ai eu dès le début. Et puis je me suis dit, c'est un peu faux, parce que c'est pas tout à fait... L'histoire est beaucoup plus riche que ça. C'est un hymne à l'amitié. Et donc j'ai voulu changer de titre. Et puis finalement, je me suis dit, bon, ça va faire un boom. Et c'est un moyen, disons, d'éveiller l'attention. Et puis si les 30 premières pages sont bonnes, le lecteur est parti, je crois, jusqu'à la fin du livre. Vous avez cité le nom. Il y a différents thèmes qui parcourent justement tout le roman. Et vous avez dit c'est une ode à l'amitié, parce que Jean rencontre ses 3 amis vraiment au départ de son voyage à 18 ans dans le Nebraska. Oui, à Omaha. À Omaha. Et cette amitié va vraiment durer pendant 6 décennies, avec des hauts et des bas. C'est vraiment une ode à l'amitié que vous nous donnez là. Oui, c'est un peu ce que j'ai vécu en Belgique, disons, avec des hauts et des bas, des amis qui ont perduré, mais l'amitié, c'est parfois un peu... Il y a un épisode dans le livre où Joe rompt complètement avec Jean pendant quelques années. J'ai eu ça avec un ami poète aussi. Ce Joe, il a réellement existé ou bien c'est vraiment votre imaginaire qui a créé le personnage? Joe, tel qu'il est décrit dans les premiers chapitres, il est tel qu'il existait. Il était photographe, il m'a emmené dans les cimetières faire des tas de photos. Il vivait avec Bob qui a existé et Bill qui a existé aussi. En fait, la maison où vivaient ces 3-là a été mon antre ou ma zone où je trouvais des copains. Parce qu'à Omaha, après
comment je dirais, le coup de foudre des premiers mois où on m'a interviewé dans les journaux, on m'a vu à la TV, tout le monde m'a laissé tomber après. Et je suis tombé sur ces gens qui étaient très artistes, un contrebassiste de jazz, un écrivain, et Joe. Et c'est devenu ma petite cellule, mon noyau dur, disons, d'amis aux États-Unis. À travers cette amitié, il y a aussi un autre thème, c'est l'amour de la nature. Et Marcus, notamment, qui est architecte dans votre histoire, il a un rêve. Et je me permets de lire un petit passage qui montre justement cet objectif, ce rêve. Marcus, vous décrivez également la nature à travers la vision de Marcus. C'est un peu la nature telle que je la vois dans la vallée du Séant, quoi, où je m'imprègne 90 jours par an de toutes les saisons. Au loin, les Rocheuses paraissaient s'appuyer sur une longue ligne verte et s'approchaient insensiblement d'un ciel devenu limpide. La ligne verte était bien droite, comme si elle avait été tracée par un architecte. Marcus se demande si un jour, quelque part, en dessous de cette ligne, n'importe où, au Montana, en Californie, dans le sud de la France ou ailleurs, il aurait l'occasion de construire sa cité-jardin. Oui, c'est son rêve, hein, disons. Mais Marcus, ça, j'ai inventé, disons, et je me suis documenté, puis je me suis dit à un architecte, et je suis tombé sur le fameux, je ne sais plus comment, Ebenhardt machin, là, qui est le gars des cités-jardins. Et puis moi, j'avais été fort impressionné par les cités-jardins de Boisfort. Et donc, j'ai construit une espèce de rêve. Et il y a comme ça des blocs où, en fait, je me suis inspiré de choses qui se sont passées en Europe et que j'ai retransposées aux États-Unis. Par contre, Pine Creek et le Montana, c'est inspiré de Richard Brautigan, qui est un écrivain que j'adore, qui a vécu là-bas et qui a vécu dans une maison à Pine Creek, qui est en fait celle que je décris dans le livre comme appartenant à Marcus. C'est un rêve, ces cités-jardins d'ailleurs qui ont existé dans les années 60 chez nous. Oui, qui existent encore. Hein. Qui sont tombés un peu en désuétude, oui. Mais maintenant ça revient à la mode, puisqu'il y a pas mal d'architectes qui... Oui. Et je me suis documenté, ça existe aussi au Canada, aux États-Unis, et j'en fais allusion dans certains passages quand on parle de Marcus, quoi. Mais il y a des choses comme ça qui me marquent et qui imprègnent. Je suis un peu comme une éponge. Je prends des trucs et puis je les arrange à ma sauce, quoi. Alors il y a un autre thème aussi très important, c'est la passion de Jean Duchesne et j'imagine Jean Calembert aussi, la passion du jazz. Donc j'ai aussi envie de lire un petit extrait, parce que ce qui est intéressant aussi dans ce roman, c'est que vos personnages imaginaires rencontrent des vrais personnages. Et alors vous mettez en scène également des jazzmen liégeois que vous mettez en scène dans les rencontres qui ont réellement existé, notamment, et que vous avez connues probablement. Voilà, Bobby Jaspar. Bobby Jaspar, René Thomas à la guitare, Robert Jeanne, enfin oui. Alors vous dites ici, je crois que c'est le jazz, fabuleuse musique de liberté et de rébellion, qui me poussa et m'aida à faire front, point d'orgue dans mon émancipation. Je faisais résonner leur musique dans toute la maison comme pour clamer mon indocilité. À ce moment clé de ma vie, je vivais le jazz comme le seul et unique remède contre l'ennui et les conventions. Le jazz libère, Jean. J'en parle aussi plus tard. J'ai vécu, disons, une vie assez affreuse dans une grande multinationale américaine. J'ai fait un burn-out. Et ma femme s'en souvient très bien. Je rentrais vers 6 heures du soir. Je mettais un disque des Jazz Messengers de Miles Davis, de Kenny Burrell. Et pendant 1 heure, j'écoutais du jazz sans rien dire à personne. Et là, j'étais nettoyé, je reprenais mes esprits. Et donc, le jazz, ça a été toujours une musique qui m'a accompagné. À l'université de Liège, je faisais le droit. J'ai étudié tous mes cours en écoutant du jazz. Et quand je ne me souvenais pas d'un passage, la musique me permettait de me raccrocher à des choses que je connaissais. Donc, le jazz, ça a vraiment marqué ma vie. Et ça a marqué celle de ma fille, qui est devenue manager de musiciens de jazz, et qui l'est encore. D'ailleurs, dans votre roman, est-ce que Jean Duchesne, il a une fille,
qui s'occupe de management aussi. Oui, c'est ça. Disons, on a repris un peu, sauf qu'elle vit en Guadeloupe. Mon fils est vraiment instituteur et adore le football et le standard. Et j'ai 2 enfants inventés. J'ai Lionel, qui est en fait, s'inspire un peu d'un de mes neveux qui était terriblement rebelle et un peu anarchiste. Et Misaki, la dernière, c'est une fille que j'ai inventée, mais qui était un peu le rêve que j'ai pas eu, une manager hyper active, négociatrice hors pair, mais pas très heureuse dans la vie de tous les jours. Oui, donc il y a des situations personnelles que vous avez un petit peu intégrées dans l'histoire. Il y a beaucoup de passerelles, en essayant toujours qu'on ne reconnaisse pas les gens, quoi. Ma femme est devenue japonaise, mais vous n'êtes pas tout à fait japonaise non plus. Non, pas vraiment. Pour revenir à Joe Hartfield, en toile de fond, il y a la situation des Afro-Américains dans votre roman. Et naturellement, Joe, qui est un artiste, va détester tellement Donald Trump qu'il va imaginer l'assassinat de Donald Trump. On ne dira pas la fin, bien sûr. Mais cette situation des Afro-Américains, vous mettez d'ailleurs Obama également dans votre roman, qui est assistant social, si je me souviens bien, à un moment donné. Oui, je me suis documenté. En fait, la partie sur Obama, elle correspond à une réalité. Les gens dont je parle et qui ont été ses menteurs ont vraiment existé et sont restés ses conseillers pendant la campagne électorale qui l'a mené à la présidence des États-Unis. Hugh Hefner aussi, je me suis documenté sur son appartement, sur ses toiles, sur ses tableaux, etc. Donc j'aimais bien introduire des personnages, disons, réels, parce que ça me mettait aussi un peu de la chair autour des os. Comme j'inventais tout, il fallait que je trouve de la matière. Cette situation des Afro-Américains dans les années 60 par rapport à aujourd'hui, bon, heureusement, l'évolution est grande, puisque qui aurait pu imaginer à cette époque un président des États-Unis noir ? Et dernièrement, qui aurait pu imaginer que lors du procès pour George Floyd, les policiers aient été condamnés, quoi. Oui. Et cependant, ils partent quand même d'une situation quand même terrible. En Mama, vous dites, les Afro-Américains sont pour la plupart des descendants des nègres, des hors-la-loi, de couleurs engagées dans les années 30 par les Blancs pour casser pour casser leurs frères grévistes. Donc des situations, en 60 ans, la situation elle a nettement évolué. Cependant... Plus insidieux maintenant, quoi. Mais de nouveau, là, je me suis fort documenté sur les journaux de mars, sur toutes les grèves, disons, qui ont donné lieu à des bains de sang, etc., je me suis documenté. Et donc, quand Joe va à Londres faire des photos pour les émeutes de Watts, il y a un fond de réalité, disons, que j'ai essayé de récupérer un peu partout. Oui, donc cette lutte contre le racisme, elle a vraiment évolué par rapport à une dizaine d'années, mais la situation est toujours tendue, on va dire. Enfin, j'ai l'impression que les gens sont intelligents et donc que les suprématistes blancs ou les gens qui sont vraiment racistes maintenant arrivent à le cacher ou à trouver des raisons pour justifier certains de leurs actes. Et que donc je crois que ça n'a pas fondamentalement changé, mais qu'en fait la façade, disons, a été embellie. On a rénové la façade, mais fondamentalement, j'ai l'impression qu'il reste quand même énormément de problèmes de racisme. Oui, tout à fait. Et Jean, ce premier roman a été vraiment bien accueilli. Il a eu un joli succès. Alors, dites-nous, ce que vous dites, l'écriture, vous le dites dans les premières pages, à 75 ans, j'ai eu envie d'écrire un roman. Qu'est-ce que ça vous a apporté de l'écriture? Puisque vous êtes artiste aussi, vous peignez, donc vers 77 ans, vous avez commencé à écrire un roman. Qu'est-ce que ça vous a apporté dans votre vie, l'écriture de ce premier roman? Disons, beaucoup de joie. Quand on est retraité et qu'on n'a pas grand-chose à faire, à part le Scrabble, un peu des promenades en vélo, et je n'arrivais pas à me remettre à la photographie ou à la peinture. Et donc ça a été un dérivatif. Et puis j'ai été étonné, en relisant certains passages, j'y ai pris un plaisir fou. Et puis en retravaillant aussi, j'ai assez bien changé la fin. C'était quelque chose qui intellectuellement, disons, me plaisait beaucoup.
Et j'ai découvert que, bon, j'avais un certain style, une certaine façon de travailler les mots, et c'est hyper facile avec l'ordinateur maintenant. On peut reprendre un paragraphe, le changer de place, on peut voir qu'il y a des mots qui se répètent, etc. Donc, je dirais, fondamentalement, ça m'apportait un plaisir aussi grand que quand je peignais ou quand je faisais des photos, mais avec l'impression d'avoir quelque chose de beaucoup plus achevé. Et donc, j'ai l'intention de m'y remettre, mais avec, disons, le bagage que j'ai et aussi gommer les quelques défauts qu'on m'a signalés. Et justement, après le premier succès de ce premier roman, est-ce que, bon, on attend le second bien sûr, mais est-ce que la pression n'est pas peut-être plus grande justement dans l'écriture d'un second roman? Je ne sais pas, parce que moi je ne sens pas tellement la pression, hein. Disons, je le fais plus pour me faire plaisir que pour faire de l'argent. J'ai la chance d'avoir un certain train de vie que je peux maintenir en restant consultant en études de marché. Et donc, j'ai aucune pression. Disons, la pression, c'est d'avoir quelque chose qui est apprécié par les gens. Et ici, j'ai été étonné, moi, de la réaction. Je ne m'attendais pas à avoir des commentaires aussi flatteurs, quoi. Et j'ai été étonné, je prenais ça un peu comme un hobby, comme un truc. On a toujours dit, bon, je ne sais pas comment expliquer ça, mais il y a une phrase, il a du talent, mais il n'a pas de génie. Ce n'est pas tout à fait ça que je veux dire. Mais disons, j'ai un talent qui reste un peu brut, je crois. Et donc, l'écriture me permet d'aller un peu au bout de moi-même. Et la plus grande satisfaction, c'est quand j'ai eu 2-3 personnes qui m'ont dit « Jean, maintenant, tu es un écrivain, quoi. » Et là, c'est un plaisir fou qui dépasse tout le reste. Après, écrivain, il y a aussi le problème, disons, de la prise en charge, comme j'ai écrit à droit d'auteur, de trouver des libraires, d'avoir des gens comme vous qui ont la gentillesse de me laisser parler, d'expliquer ce que je fais. Mais j'y prends un plaisir fou. Et disons que aussi ce livre-ci est, comme vous le disiez un peu au départ, un monument, quoi. C'est quand même 60 ans, c'est un truc. Je vais aller vers des œuvres beaucoup plus courtes, je crois, et beaucoup plus flash, quoi, beaucoup plus... Mais bon, j'ai l'intention d'écrire en tout cas un deuxième roman, et puis, si Dieu le permet, un troisième. Ah ben c'est super. En tout cas, vous nous avez donné l'eau à la bouche. Et alors, comme vous dites, ça reste toujours un plaisir pour vous. C'est pas une contrainte, l'écriture. Vous avez goûté à cela et vous avez envie de continuer. Exactement. Alors, ben voilà. Joe Hartfield, l'homme qui voulait tuer Donald Trump. Nous vous le conseillons vivement. C'est un vrai plaisir d'avoir découvert ce roman et de vous avoir rencontré, Jean. Moi aussi, Marie-Jeanne, merci beaucoup.